Ah, poussez-vous, vous voyez bien que... Ah, bon d'accord, ça c'est fermé. Admettons. Quand on joue aux jeux vidéo, on peut incarner tout un tas de personnages qui ont tout un tas d'occupations et d'emplois. On peut devenir des contrebandiers de l'espace ou même des exploratrices d'îles maudites. Ce qui est sûr, c'est que c'est des choses que on a peu de chances de devenir. Eh bien, après avoir testé Highway to Hell du studio Manufacture 43, je peux vous dire que ambulancier fait partie des métiers auxquels je vais avoir du mal à pouvoir prétendre. En tout cas, c'est un jeu que j'ai pu découvrir avec Daniel et Thomas, qui sont les deux principaux instigateurs de ce jeu, qui est actuellement en démo. Highway to Hell, si vous allez sur la page Steam, vous pouvez gratuitement télécharger et tester le jeu. Et pour le coup, c'est un jeu qui a eu une campagne de financement participative qui était en cours au moment de l'interview, d'où des fois le côté un peu fatigué de Daniel et Thomas, parce que pour le coup c'est énormément de travail et c'est quelque chose qu'on aborde dans cette interview, mais aussi le fait que on joue une ambulance, ou plus précisément un ambulancier qui vient de rejoindre Mishra, qui connaît par cœur le métier d'ambulancière, hein, et Jacob qui lui découvre à la fois la ville mais aussi ses habitants, puisque aller à la rencontre des personnes qui ont besoin de vous, c'est aussi finalement connaître leur histoire, hein. Et vous avez une caméra qui va vous suivre du dessus, donc pour les gens qui connaissent, on est sur une vue isométrique, et on va pouvoir découvrir à la fois les gens, mais aussi une ville qui est très fleurie, très stylisée, si vous voulez, ça fait très dessin animé en 3D, et on est sur un jeu qui est assez accessible, jeu solo, mais pas que forcément. En tout cas, c'est l'occasion de découvrir Highway to Hell avec cette idée de demain on incarne un ambulancier. Comment ça se passe? On a une conduite très libre dans le jeu, mais c'est le premier conseil qu'on donne aux joueurs, c'est juste rouler dans le sens de la route en fait. J'aime bien parce que ça a besoin d'être un conseil, parce que visiblement... Oui. Je tiens quand même à dire que moi, ça m'a mis 6 mois aussi à me rendre compte. Enfin, c'est Daniel qui m'a dit non, mais Thomas, arrête, t'es tout le temps à contresens. Et je m'en rendais même pas compte. On a mis des flèches partout. Je sais pas, ça allait bien, j'avançais. Et comme c'est moi qui capturais les vidéos, Daniel, en regardant les vidéos, il fait mais. Je trouve c'est normal pas que le jeu est difficile. Séquence où moi, tu j'aimais bien. en inverse. En même temps, là, si vraiment il y avait un clip de la façon dont je conduis, il y a les poubelles, les lampadaires, les murs, et il y a moi qui dis cassez-vous toutes les 2 secondes. En termes d'organisation, de trafic, etc. Est-ce que vous y êtes allé juste à l'inspiration par rapport à ce que on connaît des autres jeux et que de toute façon vous êtes sur un jeu arcade, ou est-ce que vous êtes quand même allé chercher 2-3 réponses dans des supports un peu plus sérieux en termes de circulation, mais même en termes de comment dire, le côté ambulancier? Est-ce que il y a des gens qui sont ambulanciers, qui ont joué à votre jeu, enfin qui sont du corps médical même plus généralement? Alors, il y en a un qui avait dit que ce jeu était une simulation. Ok. On a eu peur. et non, c'est un peu un mélange des deux en fait. Le jeu, il se veut assez fun. Enfin, à la base, je bossais sur c'était ambiance micro-machine, quoi. Donc, on est loin de la grosse ville et tout. C'était vraiment le tout début du projet. Et Wissam, notre ancien level designer, il avait il a je crois qu'il a un master en architecture, mais non, c'est comment? C'est art de l'architecture, un truc comme ça. Donc il connaît un peu les différents styles et les raisons pour lesquelles c'est comme ça. C'est un truc qui le branche vraiment. Et, euh, et donc il y a des mélanges de trucs assez réalistes et de mélanges plus folkloriques. Et aussi, actuellement, c'est quand même beaucoup de la route, mais
On a un côté où on change un peu les voies pour que ce soit pas une ville que voiture. Enfin, là, actuellement, ça se voit pas dans le jeu, mais les, toutes les voitures qui sont dans le jeu, c'est des voitures qui sont partagées par les gens, en fait. On s'éloigne un peu du tout le monde est en voiture tout le temps. Est-ce que ça compte en simulateur de conduite avant de passer le permis? Je pense pas. Je suis pas sûr. Hein. Je vais laisser, je vais laisser les auteurs du jeu répondre, mais je suis pas sûr. Hein. Bah, non, t'en as toujours pas le permis. Du coup, ça peut te laisser une idée si ça aide ou pas. Ça aide à ne pas l'avoir. Ça marche bien. Voilà, ou ça, oui. Donc du coup, en question, c'est on est sur un jeu qui justement nous permet de jouer des ambulanciers. Et ambulancière, même si c'est un personnage non jouable, qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé sur ce jeu-là? C'est-à-dire, vous êtes principalement deux, mais surtout, vous n'avez pas le permis, vous n'avez pas forcément l'expérience du monde médical. Ça parlait d'une inspiration de Micro Machines avec cette vue du dessus et cette espèce de voiture jouée. Est-ce que c'est vraiment une idée de Micro Machines au départ, puis une idée de tiens, on conduit une ambulance? Quelles ont été vos inspirations? Je m'en suis rendu compte récemment en reparcourant les très 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 vieilles versions du jeu que l'ambulance était bien là immédiatement dès le début. Mais j'avais volonté, ça doit être fin 2021, j'avais un peu l'idée de faire un peu un genre de micro-machine. Je voulais faire un truc avec des voitures parce que c'est rigolo à conduire quand on fait pas un truc réaliste. J'ai beau pas avoir le permis, j'ai un père mécano, donc je pense que les voitures, ça a peut être toujours un truc que j'ai connu, et donc j'aime bien les jeux de voitures aussi. J'ai un des rares jeux que j'ai fini 2 fois dans ma vie, c'est Burnout Paradise, quoi. Et donc les influences sont vraiment multiples sur ce jeu. Tom m'a rappelé récemment cette histoire que vraiment l'événement déclencheur qui a fait que je me suis mis sérieusement à bosser sur ce jeu est un- une idée farfelue, mais qui n'existera jamais dans le jeu en fait, mais bon, c'était juste le truc motivant. Je me suis réveillé un dimanche matin avec la vision donc ouais, revenir un peu en arrière, l'ambulance, enfin le côté ambulance, pas juste voiture random dans la ville, mais vraiment je cherchais une idée de voiture qui aurait un vrai objectif plus que juste de faire le meilleur temps. Et c'est en voyant la série Atypical où à un moment j'ai bugué sur le père du héros qui est ambulancier. Je me suis dit, mais c'est carrément un truc qui me semble pas vraiment exploité dans les jeux. J'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé tant de jeux d'ambulancier. Et ça me semblait un sujet intéressant à creuser où on pourrait conduire avec vraiment un objectif positif, quoi. Ça, c'était aussi un des trucs, je voulais vraiment que le jeu soit super positif, mais moins fun pour autant. Et donc cette vision-là qui m'a fait vraiment me mettre à bosser sur le jeu dès le lundi, c'est que donc, je me réveille avec l'idée que qu'est-ce qui se passe s'il y avait un mode replay dans le jeu où tu revois toute ta mission, mais du point de vue du patient à l'intérieur de l'ambulance qui voit tout qui se pète la gueule dans l'ambulance de partout. Enfin, le truc totalement absurde, quoi. On le fera jamais, c'est trop cher. Oui, c'est peut-être à la rigueur pour un 2 plus tard, comme de Helldivers 1 et Helldivers 2 finalement, mais ouais, j'imagine que changer de plan de caméra et devoir avoir le replay et tout, ça doit être extrêmement coûteux. Un- et qu'est-ce qui fait que le jeu s'ancre dans une sorte de futur, puisque clairement on évoque par le principe de cette ambulancière instructrice, on évoque l'évolution avant que les toits ne soient fleuris, avant qu'il se passe ça, avant qu'il se passe ça. Est-ce qu'on est sur un futur entre guillemets d'anticipation, ou est-ce que on est plus sur la justification d'une architecture de ville entre guillemets plus arcade qui permettent ce genre de conduite? Alors j'aimerais vraiment que ce soit un futur d'anticipation, parce que le but c'est de faire vraiment une ville utopique. Un truc où un objectif du jeu, ce serait que les joueurs, quand ils aient terminé le jeu, ils aient
non seulement, enfin, qu'ils aient l'envie, vraiment d'un futur éco-responsable et enviable, quoi, quand ils voient ça, ils se disent, mais si j'avais ça pour de vrai, ce serait cool. Enfin, pendant un moment, j'avais une espèce de truc où quand je roulais à vélo pour aller au boulot, je rêvais que toutes les bagnoles dans la rue soient transformées, toutes ces bagnoles arrêtées, je précise, soient transformées en arbres, parce que ça serait vachement plus cool, quoi. Et notamment, il y a eu, pendant le développement, là, donc j'ai fait la ville est tout le temps la même quand on joue, hein. J'ai juste fait un outil pour nous assister à la créer. Et donc ce générateur de ville, à un moment, bah, j'ai fait en sorte qu'il y ait des arbres dedans. Et bah, le premier réglage de nombre d'arbres au mètre carré, j'ai mis une valeur, ce qui me semblait pas trop bête. Et le proto à l'époque, le level design, c'était le quartier des Chartrons, où je suis, de Bordeaux. Et en fait, je me suis retrouvé avec une quantité d'arbres absolument astronomique. Je me suis dit, la vache, si le quartier des Chartrons de Bordeaux, ça ressemblait vraiment à ça, ce serait hyper beau. Et quelques mois plus tard, en ayant déjà un peu cette idée travaillée en tête de, tiens, s'il n'y aurait pas, en plus du côté discours sur l'hôpital public, est-ce qu'on pourrait pas avoir un discours écolo? Parce que quelque part, ça va un peu de pair, ces histoires-là, toutes ces histoires sociales, en fait. Euh, je suis tombé lors du festival Hypermonde de Mérignac, qui est pas loin. Il y a un des invités, c'était Lux Cuiten, qui est un architecte et auteur de BD belge, qui fait notamment toute une série de dessins. Il y a Archiborescence je crois que c'est Ville du Futur le nom, je sais plus le nom exact. Et en gros, sur cette série-là, il dessine la même ville plusieurs fois, la vraie ville, hein, il la dessine, mais en 1900, en 2000, en 2100, en 2200, et avec vraiment une vision plutôt utopique, quoi. C'était le thème du festival à ce moment-là d'ailleurs. Une vision, pas dit, enfin, la dystopie, on en voit partout depuis des années, à tel point que le futur, on se dit que ça peut être que ça. Et même si de plus en plus c'est mort pour qu'on ait un futur vivable, moi je me dis dans le jeu que bah voilà, le futur il va être catastrophique, il y aura des tempêtes tout le temps et on va devoir survivre au milieu de tout ça, mais que si on peut faire en sorte que ce soit à peu près vivable après tous les déplacements de population dus au changement climatique et tout, bah si ça pouvait avoir cette tête-là, ce serait un peu plus cool à vivre dedans. Et ça fait partie des différents messages que le jeu souhaite porter au détour d'une course farfelue. Ce qui est intéressant aussi, et que je note là tout de suite, c'est qu'en fait on a des missions qu'on peut accepter, sauf que tant qu'on n'accepte pas de mission, on se retrouve avec la possibilité finalement de découvrir la ville. Ouais. C'est un truc qui n'est pas encore accessible dans la démo, mais qu'on va mettre dans des prochaines mises à jour. Mais en fait, l'idée normalement, c'est que on n'a pas de base tous les hôpitaux, tous les garages, toutes les pharmacies dans le jeu. L'idée, c'est plutôt d'aller les découvrir et de profiter entre chaque mission de ça pour trouver ces emplacements-là, mais aussi passer à la mairie de quartier pour ajouter sur la carte tous les travaux. Comme ça, on évite enfin, on choisit mieux ses chemins. Et aussi tous les... Enfin, il y a des trucs cachés à droite à gauche dans la ville, quoi. Et trouver des raccourcis, des trucs. Enfin, apprendre un peu la ville, quoi. Ok. Pour essayer de taper des meilleurs temps. Ah, c'est chouette parce que on aurait pu penser qu'un jeu comme ça où on a des missions chronométrées, justement, ça nous demande d'être systématiquement un peu à optimiser, etc., etc. Alors que là, justement, vous avez vraiment travaillé sur des temps morts de découverte, de chill un petit peu dans la ville. C'est intéressant. Bah, ça va aussi avec le métier d'ambulancier, quoi. C'est ce côté, il faut se préparer avant d'aller chercher le patient, avoir le bon équipement, savoir où est-ce qu'on va. Donc, c'était important qu'on retrouve ça aussi. Ça reste un jeu arcade, mais qui a un petit côté simulation de ce que c'est une vie d'ambulancier. Du coup, merci beaucoup d'être présent ce soir parce que mine de rien, vous êtes en pleine campagne de financement participatif et ça aussi on pourra en parler parce que c'est plus difficile qu'il n'y paraît. En tout cas, pour avoir formé des studios indés sur les campagnes de financement, souvent j'ai mais on lance dans un mois, mais on n'a aucune préparation.
là ici, bah du coup voilà, il y a un peu le sourire en mode non, c'est difficile à faire. Donc effectivement, ce sera Ah bah nous, un l'opportunité. mois avant, c'était pas prêt, hein. Non. Mais on savait qu'on était mal barré. Mais on avait d'autres raisons. Ok. Ok. Bon, bah du coup, ce sera l'opportunité d'en parler effectivement, parce que bah là, le jeu, il est disponible à la fois en démo sur Steam, donc on publiera évidemment les liens dans le chat si vous voulez tester de votre côté, mais aussi du coup en pleine en pleine campagne. Merci beaucoup Maxime pour les 30 bits. Donc, du coup, bah, écoutez, je pense que le mieux c'est de vous laisser déjà commencer par vous présenter, par présenter Manufacture 43, puisque bah là, pour le coup, vous êtes les deux qui sont mis en avant sur la page de financement. Mais après, c'est la question de savoir s'il y a des gens qui gravitent autour, d'où est-ce que vous venez, tout ça, et ensuite de parler un peu plus de votre jeu, si ça vous va. Ouais. Ouais. Bah, je vais expliquer Manufacture 43 parce que c'est moi qui suis le plus vieux dedans, je pense. Donc c'est une boîte qu'on avait montée avec deux anciens associés pour faire... Non, c'est ce voilà, Power là, qui est là, qu'on avait qu'on avait commencé à faire en 2016. On a monté la boîte en 2017, notamment pour un Kickstarter qu'on avait fait à l'époque. Donc deuxième campagne de financement participatif pour moi. Deuxième fois que c'est du sport. Encore que sur la campagne de Power j'avais été relax. C'était plutôt mes deux anciens associés qui s'en occupaient. Et donc, on a sorti Power Rumi. J'ai bossé beaucoup trop sur les versions console du jeu, mais je suis très content. Il tourne à 60 FPS sur Switch. Et ensuite, j'ai fait un peu de presta et mes deux anciens associés sont donc partis dans d'autres sociétés. L'aventure indé, ça leur avait pas réussi, on va dire, pour diverses raisons. Et notamment parce que Power Me c'était un succès critique, pas un succès commercial, quoi. Depuis le début, on savait que le plus dur, ça allait être de le vendre, et puis bah, effectivement, le plus dur, ça a été de le vendre. Et c'est deux métiers, en fait. Et donc, donc après, j'ai fait un peu de presta pour faire survivre la boîte, et depuis 2022, j'ai démarré ce nouveau projet donc, de jeu d'ambulance avec Thomas qui m'a rejoint assez rapidement. Et donc, bah, ce jeu maintenant s'appelle Highway to Hell. Et du coup, toi Thomas, tu as rejoint l'aventure dès le début du jeu, dès le début du projet, ou vraiment une fois qu'il était qu'il était déjà démarré? Quasiment au début. En fait, avec Daniel, on s'est rencontrés quand on travaillait à Sobo, mais c'était en 2015 à peu près. Et du temps a passé, on avait gardé des liens. Et puis, moi, c'est vrai que j'avais un peu envie de passer un dé, d'être un peu aussi mon propre patron, ou de faire quelque chose de faire un jeu sur lequel j'ai un peu plus de main. Et Daniel, un jour, il m'a montré ce petit prototype étrange on va voir des images tout à l'heure, mais une ambulance qui est dans une ville et c'était le bordel. Il y avait plein de petits carrés de toutes les couleurs, mais ça m'a amusé et je me suis dit, allez, ok, soyons fous, allons-y. Et il m'a convaincu comme ça. J'aime beaucoup j'aime bien l'idée, c'est l'ambulance à toute berzingue dans la ville. C'est ouais, allez, Ouais, on fait le jeu. Ça avait l'air débile et amusant. Ouais, c'est bon. Alors, on Il est m'en faut pas clairement plus. pas dans la simulation. Oui, là on est vraiment sur un jeu type arcade où on va avoir vraiment une voiture d'ambulance qui va aller très très vite. Du coup, on a aussi, et donc ça on va en parler également, la page de financement participatif, où là, il vous reste 13 jours. Vous avez quand même un financement à 86%. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué lauréat, la Game Cup, avec du coup une contribution qui est... mais du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Game Cup et du coup de ce prix? Ouais, la Game Cup, c'est donc un concours organisé par donc KissKissBankBank, mais qui s'est fait racheter par Ulule maintenant, donc je sais pas si Ulule continuera de le faire ou pas, qui était aussi organisé par la Banque Postale et je crois par l'Engmin.
donc l'école Angoulême. Donc ça se déroulait à Angoulême. Il y avait une sélection par un jury des différents jeux qui postulaient, quoi. Et ensuite, on s'est tous retrouvés, tous les finalistes se sont retrouvés en octobre dernier pour faire une deuxième phase de... Ah non, oui, c'est vrai, c'est encore plus compliqué. Il y a 4 phases de concours. Donc il y a d'abord le jury, ensuite il y avait un vote en ligne, il y avait un deuxième vote en ligne, et après il y a le vote du public le jour même de la finale, quoi, où quand on était dans l'Engmin, et il y avait des streamers qui animaient le truc, c'était rediffusé sur Twitch et sur Facebook, je crois. Et donc, on s'est retrouvé avec le prix argent, qui était mélangé catégories. En fait, il y a 2 catégories de jeux. En gros, les jeux pour les boîtes, enfin, une catégorie pour les boîtes qui sont établies et une pour des jeux qui sont faits par des gens qui n'ont pas encore établi leur boîte, quoi. Et donc, une catégorie un peu plus pro et l'autre un peu moins. Et donc, le prix argent, c'était donc ça. On avait 5 000 € sur une campagne, donc KissKissBankBank, mais qui est devenue Ulule. On avait de la pub dans Jeux Vidéo Magazine et accès au plateau technique de l'Engmin pour faire de l'enregistrement, du test, des trucs. Ouais, donc c'est un vrai tremplin d'avoir participé à ce concours-là, quoi. Oh bah, on a bien vu une grosse différence sur les wishlists. Ah ouais. D'accord. Donc effectivement, je vois la partie soutien. Et puis c'est surtout qu'en plus, ça visiblement apporte en termes de visibilité, mais aussi concrètement sur la campagne qui du coup part avec un sacré boost. Et c'est vrai que il y a toujours cette angoisse de voir le financement total atteint. Est-ce que vous, c'était vraiment dans l'espoir que le financement soit atteint, ou est-ce que c'était dans l'idée de se dire de toute façon on est soutenu, ça nous permet quoi qu'il arrive de nous constituer une communauté? Est-ce que vous aviez cette idée-là en tête, ou est-ce que c'était vraiment dans l'idée de dire voilà quoi, on part avec un gros bonus, vas-y on le fait. Bon, si c'était que pour le bonus, on aurait fait une campagne à 5 000, on aurait pris les 5 000 et ce serait fini. Donc ouais, il y avait une idée de construction un peu d'avoir du monde qui se rapproche du jeu. C'est aussi pour ça que donc elle était pas prête un mois avant, puisque on était comme des fous à bosser sur la démo parce qu'on voulait vraiment que la démo soit en ligne pour que les gens puissent essayer le jeu avant de mettre 1 € dedans. C'est pas évident, c'est une période qui est pas évidente de vouloir à tout prix que la démo soit finie, soit belle, soit fonctionnelle et qu'elle ait le tout. Et du coup, vous avez cumulé ça en fait avec une campagne de financement participatif, quoi. On est d'où peut-être une fatigue. Ça joue, puis on a une mise à jour qui arrive bientôt qu'on voulait faire aussi avant la fin de la campagne. Donc là, d'ici, on va dire 1 semaine, on va voir, mais on va encore améliorer la démo et les gens vont pouvoir découvrir encore plus de choses. Donc ouais, c'est un peu intense. J'imagine. Mais bon, on voulait le faire maintenant parce que on peut pas demander à des gens de dire achetez nos jeux alors qu'ils l'ont pas essayé, qu'ils ont rien vu, que ça. Enfin, des fois il y a juste des images, donc des fois il y a des campagnes qui peuvent être jolies, mais derrière il y a rien de concret, donc sinon ça faisait. Voilà, on a envie que les gens aient vraiment envie de participer, qu'ils savent dans quoi ils s'engagent. Et voilà. Ouais, il y avait la question de savoir si vous aviez le droit de toute façon de faire une campagne à 5000 histoire de récupérer le montant finalement de la Game Cup, ou est-ce que quand même il y avait un montant minimal qu'on vous demandait? Non, pas de minimum. Je n'ai pas souvenir de voir quoi que ce soit. Non. Ok. Donc là, l'idée, c'était vraiment, eux soutiennent, et quoi qu'il en soit, même si vous demandez 80 000, eux, ils soutiennent pareil, et inversement, quoi. Ok. Ouais. Donc c'est parce que ça fait partie des questionnements que les studios aussi peuvent se poser. On a reçu hier en interview Milkshake Games qui eux ont été soutenus par le Game Lab. Donc comme il disait, en fait chaque région, chaque association professionnelle a ses propres dispositifs en fait d'accompagnement, et donc à chaque fois c'est toujours des questionnements de savoir pas forcément si l'herbe est plus verte ailleurs, mais c'est vrai que de dire tiens il y a telle possibilité, telle autre, plutôt que effectivement typiquement le CNC où des fois les projets sont trop petits pour coller à ces aides là.
Donc en tout cas, ouais. Ah, pour faire une petite idée sur la taille du projet, parce que oui, la campagne, on demande 10 000 euros, mais parce que bah, Ulule, c'est quand même une petite plateforme. Le projet, lui, il est plus aux alentours de 450 000 euros. Nous, on a déjà mis plus de 200 000, enfin, on a déjà dépensé plus de 200 000 euros dedans et on aura bientôt nous-mêmes mis 200 000 euros dedans parce que on a eu le soutien en 2023 de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine a mis 80 000 euros dans le projet. On n'a pas encore perçu la totalité des 80 000 euros. On a eu que 56 000, si je dis pas de bêtises, et on aura le reste quand on aura fini le jeu. Ok. Ça fait partie aussi des problématiques. Trouver du cash, même si virtuellement on l'a. Ouais. Tout un challenge. La liquidité est compliquée, quoi. Parce que cette liquidité-là, elle vous permet à vous deux de continuer ou ça permet justement d'étendre un peu l'équipe de façon temporaire en ayant affaire potentiellement à des prestataires? Oui, bah, sur le jeu, donc il y a Tom et moi, mais il y a aussi bah, Nico Fou qu'on voit sur le chat, il fait une partie des persos du jeu. Il y avait Florent Mounier avant qui avait fait aussi pas mal le caractère design du jeu. Il y a Act Zero qui fait toute la narration. Il y a, j'oublie des gens, Rachel Capi qui nous fait la traduction anglaise. Illustration qui nous fait, qui faisait le jeu, le son enfin, qui fait le son sur les jeux Novavabox, bah, on les connaît bien aussi. Et donc c'est eux qui nous font tout le sound design d'Highway to Will. Ouais. J'oublie qui. Vous êtes accompagné par une agence en termes marketing? Ouais, Crowdfunding Agency nous file un coup de main pour la campagne Ulule. Ouais, c'est ce qui est fort parce que déjà, c'est il y a certains studios qui doivent tout démêler en solo, donc c'est vrai que d'avoir un support là-dessus, c'est déjà pas mal. Parce que, Ouais, et puis moi je m'étais déjà cassé les dents sur une campagne Kickstarter, donc je connais un peu. oui, je compatis. Je compatis fortement. C'est que mine de rien, c'est la problématique de n'importe quelle entreprise, mais en plus sur des projets comme ça, c'est vrai que c'est vraiment pas évident d'atteindre ce moment où bah on se sent entre guillemets en sécurité. Il y a très peu de studios indépendants à qui j'ai parlé depuis que j'ai commencé à faire ce que je fais, c'est-à-dire depuis 2010, où en fait on se retrouve avec les ouais bah c'est bon, là on a ce qu'il faut, on est tranquille, on peut développer sereinement. C'est rare que j'ai cette phrase là. C'est très rare. Ouais, ça c'est un truc qui peut être rigolo à faire, c'est d'y jouer à deux en fait. Parce que les contrôles ils sont faits de façon à ce que ce soit un peu séparé. Et que bah, si tu parles avec des Joy-Con, tu peux filer le Joy-Con de droite à quelqu'un et qui s'occupe de faire tous les soins, toute la carte et enfin de faire le copilote. Ouais. Pendant que le joueur qui tient le Joy-Con de gauche, il fait tout ce qui est déplacement. En vrai, ce serait hyper intéressant parce que pareil, même là sur PC, on pourrait presque avoir le guidage avec quelqu'un qui dirait va à droite, va à gauche, puisque votre interface en termes de carte, elle est suffisamment large pour effectivement avoir quelqu'un qui presque s'assoit à côté de la personne joueuse et qui indique. Donc ça peut être hyper intéressant, quoi. Mais c'est un budget. C'est pour Oui. ça que pour l'instant, c'est fait à la pas chère. Il y a la question, puisqu'on est sur une démo et qu'on est sur du financement participatif, c'est la question de comment est-ce que vous gérez justement les feedbacks, les retours joueurs et joueuses. Il y a un questionnaire qui est existant et dont on est informé dès le début, mais est-ce que vous avez communiqué une roadmap, c'est-à-dire vers là où vous vous dirigez, ou est-ce que là vous en êtes à on a un jeu qui a une démo qui fonctionne et du coup on attend d'abord les feedbacks pour confirmer là où on va ou pas. Est-ce qu'il y a un côté déjà tracé? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même une attente de retour de la part des personnes joueuses? On sait exactement ce qu'on veut faire avec le jeu. Il y a un planning, par contre, il n'est pas public, notamment parce que on sait on sait. Idéalement, on respecterait toutes les dates qui sont dessus, mais comme on n'a toujours pas réussi à finir de financer le jeu à 100%, bah en fait, le jeu, il peut se retrouver repoussé régulièrement parce que faut qu'on aille chercher de l'argent pour survivre en fait quoi. J'ai passé toute l'année dernière quasiment à bosser sur Flight Simulator 2024 à la place de bosser sur Highway to Hill et c'est ça qui fait qu'on peut être en train de bosser dessus aujourd'hui. Donc voilà, c'est compliqué. Donc pas de planning mais une roadmap ouais, on en a une quoi.
Le jeu Highway to Hell est toujours en cours de développement. La dernière mise à jour qui a été communiquée par le studio date du 6 octobre et fait suite à beaucoup de contenu et de corrections et d'améliorations qui ont été faits sur le jeu. Actuellement, il n'y a pas encore de date définie, même si le studio continue de se financer d'un côté et de l'autre pour pouvoir justement faire en sorte que le jeu finisse par exister. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Manufacture 43 et Highway to Hell pour pouvoir apporter un peu de soutien, puisque ça leur apporte de la visibilité sur les différentes plateformes, y compris de rajouter les jeux dans la liste de souhaits. Merci à toutes et à tous, et très bonne journée.